Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'équipe du Logismed de nous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une problématique intéressante et d'où cette table ronde. Merci d'être présents à vous aussi à cette table ronde qui est dédiée à une question devenue absolument centrale pour l'avenir du commerce au Maroc, qui est quelle logistique pour soutenir la dynamique du commerce, de l'e-commerce au Maroc. Donc depuis plusieurs années, l'e-commerce marocain connaît une transformation qui est profonde. Les derniers chiffres qui ont été communiqués, notamment lors du Forum national du commerce qui a eu lieu le mois dernier, parlent d'une croissance annuelle à 2 chiffres de plus de 30%, d'un écosystème qui s'étoffe. Et sur les dernières années, nous sommes passés d'un modèle principalement centré sur les marketplaces, dont nous avons le plaisir d'accueillir certains représentants aujourd'hui, vers un écosystème beaucoup plus complexe où coexistent un certain nombre de dimensions, telles que l'e-commerce conventionnel, mais aussi le quick commerce, le social commerce et désormais des attentes de la part des consommateurs qui sont de plus en plus exigeantes. Donc aujourd'hui, le consommateur veut beaucoup de choses. Il veut être livré rapidement, il veut suivre sa commande en temps réel, il veut pouvoir retourner facilement son produit et payer selon le mode qui lui convient. Donc autant de dynamiques et de variables dont la logistique fait entièrement partie. Derrière cette promesse se cache bien sûr une réalité opérationnelle très exigeante. La logistique n'est plus un simple sujet d'exécution, mais il s'agit aujourd'hui d'une extension à part entière de l'expérience client. Et les défis sont nombreux. Tout d'abord, la maîtrise du dernier kilomètre, la gestion des retours, de ce que l'on appelle le reverse logistique, l'équilibre entre le coût et la convenience, la structuration de points relais et de nouveaux modèles tels que les consignes automatiques, l'omnicanalité et le cash en delivery, tout autant de sujets stratégiques. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons le plaisir d'avoir avec nous, dans cette table ronde, des représentants qui apporteront des visions très complémentaires, notamment des représentants des marketplaces, du quick commerce, du social commerce, de la logistique, du paiement et également de la distribution moderne. L'objectif de cette discussion sera donc très concret. Donc nous rentrerons dans le détail dans quelques instants. Et l'objectif étant de comprendre bien sûr ce qui change réellement sur le terrain, d'identifier les arbitrages opérationnels auxquels les acteurs font face aujourd'hui et surtout essayer de répondre à cette question: à quoi doit ressembler la logistique du e-commerce marocain dans les prochaines années. Alors avec moi aujourd'hui sur cette scène, donc d'éminents acteurs que vous connaissez très certainement. Tout d'abord, représentant le groupe Marjan, Monsieur Adil Chafiqi, qui est directeur e-commerce. On lui souhaite la bienvenue. À ses côtés, le pionnier de la logistique au Maroc, donc un véritable capitaine d'industrie. Il est aujourd'hui président-directeur général de SIOS Technologies, qui est détentrice de la marque Express Relais, une logtech qui est spécialisée dans le last mile. Au-delà de ses activités, il a également une casquette institutionnelle puisqu'il est également vice-président de la Fédération de la logistique et du transport, ancien vice-président de la CGEM et président de l'association du transport et de la messagerie. Monsieur Si Mohamed Talal, nous souhaitons la bienvenue. À ses côtés, un vétéran de l'e-commerce au Maroc avec plus de 14 ans d'expérience dans le domaine. Il représente une marketplace que vous connaissez, qui est Jumia Maroc, donc Monsieur Zakaria Mahfoudi, qui est VP et directeur opérationnel de Jumia Maroc. Bienvenue à lui. Alors, à ses côtés, l'intervenant, donc c'est quelqu'un qui dirige une très belle boîte que vous connaissez, qui a façonné le paysage urbain et notre mode de consommation. Il dirige cette boîte jaune dont vous connaissez le nom. Donc j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Hamza Nasseri, directeur général de Glovo. Et à ses côtés,
le fondateur d'un des fleurons, en tout cas de la scène start-up au Maroc, le groupe Aura Technologies, qui détient notamment les marques telles que Cool, qui est également détentrice de Aura Cash sur la partie FinTech. Depuis très récemment, la société KT10, qui est spécialisée dans le last mile e-commerce. Et depuis le dernier JTEX, donc de la carte Baba, donc tu nous en parleras. Bienvenue à toi, Omar Alami. Bien, nous rentrons dans le vif du sujet et donc pour planter le décor, donc nous allons commencer d'abord par donner un peu une vision globale du marché et où est-ce qu'on est l'e-commerce aujourd'hui. Et donc je me dirige vers Omar. Donc aujourd'hui, Aura est à la croisée du quick commerce, du social commerce et du paiement. Donc quel est ton regard aujourd'hui sur l'e-commerce au Maroc et comment ces nouvelles dynamiques, ces nouveaux usages redéfinissent-ils la manière de penser la logistique aujourd'hui? Merci Badr et bonjour à tous. Alors nous, effectivement, chez Aura Technologies, on essaie de construire un écosystème autour du quick commerce, e-commerce, food delivery, last mile, avec une dimension de digitalisation de la collecte de cash qui aujourd'hui représente 100% dans le e-commerce et chez nous, en tout cas, peut-être 70% de cash. La réalité au Maroc, c'est qu'aujourd'hui, on est très très en retard dans le e-commerce. On a 25 millions de smartphones, un taux de pénétration du e-commerce qui est encore très faible. Alors on parle de 3, 4, 5% de la population qui devrait en bénéficier aujourd'hui. Dans des pays en développement qui nous ressemblent un peu, en tout cas en termes de dynamique de croissance, on est plutôt à 15 à 30% de la population. 15 à 30% de la population qui ont accès au e-commerce ou au food delivery. Ça veut dire que techniquement, le Maroc va faire x10 en 7-8 ans. Dans les 7-8 ans qui arrivent, on va avoir 10 fois plus d'utilisateurs de food delivery et de e-commerce. Alors, ça pose quelques challenges, notamment des challenges logistiques. Mais je vais d'abord commencer par le challenge de la collecte de cash. Aujourd'hui, le cash en delivery, c'est une grande partie des transactions. Pourquoi le cash? Parce que c'est un tiers de confiance dans une transaction commerciale. Et souvent, les utilisateurs attendent d'être livrés pour payer. Donc, évidemment, vérifier ce qui est arrivé, que ce soit pour le food delivery d'ailleurs ou le e-commerce. L'autre challenge que je vois, c'est un challenge logistique. Il va nous falloir créer 100 000 livreurs et surtout financer 100 000 motos et surtout donner envie à 100 000 personnes de faire le métier de livreur. Donc, ça, c'est un challenge fondamental parce qu'à la fin de la journée, sans le last mile, il n'y a pas de e-commerce, il n'y a pas de food delivery. Et évidemment, sans la logistique, une logistique bien pensée, durable, si possible la plus efficace et la plus impactante sur la société, sans ça, on ne pourra pas faire de e-commerce. Donc, gros challenge, mais aussi gros potentiel pour notre pays qui s'apprête à vivre de très jolis moments d'hypercroissance dans ces métiers-là. Merci beaucoup, Omar. Donc, effectivement, tu parles de former 100 000 livreurs. Mais il y a un chiffre très intéressant qui a été communiqué récemment donc, par Hamza dans un des podcasts. Et tu as parlé de 100 000 commandes quotidiennes aujourd'hui sur Glovo, ce qui est impressionnant. Et bravo pour ces volumes-là. Alors, Glovo est probablement l'un des acteurs qui a le plus contribué sur les dernières années à installer cette notion d'instantanéité chez le consommateur. Et donc aujourd'hui, ma question pour toi, c'est comment vois-tu aujourd'hui l'évolution du commerce classique vers l'e-commerce conventionnel, puis de l'e-commerce conventionnel vers le quick commerce? Super. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ravi de participer à ce panel. Effectivement, lorsqu'on voit pour qu'un acteur de l'e-commerce prenne dans un marché donné, on pense qu'il y a 3 leviers pertinents. C'est soit avoir le meilleur catalogue / assortiment, soit avoir le meilleur prix, ou avoir le meilleur service. Il est possible d'être bon sur un axe, potentiellement 2, très très compliqué d'être pertinent sur les 3. Et Glovo en tant que plateforme, avec notre flotte logistique et notre expertise, plus de 10 000 livreurs dans plus de 30 villes au Maroc, on a capitalisé sur cette force pour pouvoir vraiment avoir comme axe d'attaque principale, proposition de valeur principale, c'est la partie rapidité, instantanéité, qualité de service.
et les chiffres le confirment, dans le sens lorsqu'on voit notre rétention et notre fréquence a vachement augmenté sur les 5 dernières années. À peu près, on a un temps de livraison moyen de 28 minutes et moins de 1% des commandes qui dépassent plus d'une heure. Du coup, c'est un axe d'attaque qui a pris. Et on pense qu'il s'agit d'une réponse à une demande latente des consommateurs qui attendaient cette instantanéité, cette convenience. Mais c'est aussi un changement de société. Aujourd'hui, on regarde des vidéos de 15 secondes. On lit l'information sur la base de notifications. Et du coup, de plus en plus, ce phénomène d'instantanéité s'installe. Et je pense qu'il fait en sorte que lorsqu'on consomme du TikTok ou d'Instagram, il est très difficile d'attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines pour recevoir sa commande. Et lorsqu'on voit les différents pays, effectivement, en Europe ou aux États-Unis, il y a eu ce schéma classique où d'abord la modernisation du retail, puis on va partir vers l'e-commerce conventionnel et maintenant le quick commerce. Et ce qu'on voit dans des pays émergents, comme notamment le Maroc, mais pas que ça, aussi l'Inde, la Turquie, le Brésil, où il y a cette inversion, où cette pénétration parallèle de l'e-commerce autant que le quick commerce de façon parallèle. Et je pense clairement on passe d'un monde où on va avoir une consommation du stock à une consommation de flux au fur et à mesure. Et on pense que c'est une tendance de fond sur laquelle on va continuer de capitaliser. Merci beaucoup, Hamza. Donc effectivement, je pense que les volumes actuels que nous observons aujourd'hui, notamment via Glovo ou via Cool aussi, démontrent en tout cas de l'attrait de ce modèle-là sur le marché marocain. Maintenant, je vais donner la parole à Si Adil Chafeqi, donc directeur e-commerce chez Marjan, notamment sur les différences opérationnelles que l'on peut voir sur les différents modèles dont on a parlé aujourd'hui. Alors le cas de Marjan est assez fascinant puisque c'est un cas d'école en matière de transformation digitale et c'est un exemple vraiment de réussite à plusieurs niveaux. Donc si Adil, Marjan aujourd'hui opère à la fois sur des logiques retail traditionnelles, via les supermarchés, via les hyper, etc. Mais également via la marketplace, Marjan Mall notamment, et la livraison de courses à travers l'application de livraison de courses Marjan. Aujourd'hui, quelles sont les grandes différences de comportement consommateur que vous voyez aujourd'hui? Et aussi, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir quels sont les changements organisationnels qui ont eu lieu entre ces différents modèles au moment de l'amorce de cette transformation. Merci beaucoup, Badr. Merci pour l'invitation. Je pense, comme tu l'as bien expliqué, je pense que Marjan Group est un cas un peu particulier dans ce panel. Sur le volet logistique, nous opérons avec 4 modèles complètement différents et complètement étanches. On a d'abord notre métier historique qui est la logistique physique pour servir nos magasins, hypermarchés, supermarchés et plus récemment, depuis quelque temps, le petit format proxy qui s'appelle Marjan City. Donc ça, c'est le premier modèle. C'est un modèle vraiment logistique pour et au service du physique. On a un deuxième modèle qui est le modèle qui s'est ajouté dans une deuxième phase depuis 5-6 ans maintenant. C'est ce qu'on appelle le e-commerce alimentaire, qui est opéré à travers 2 modèles logistiques complètement différents. Donc on a le modèle logistique quick commerce ou express qu'on connaît, c'est commande livrée avec une moto en moins de 60 minutes. Et on a un autre modèle, c'est le modèle des livraisons programmées, c'est des grandes courses qu'on peut planifier à l'avance et faire ces grandes courses qu'on peut recevoir sur un créneau déterminé sur la journée. Donc ça, c'est le deuxième modèle. Et enfin, comme tu l'as cité, on a le modèle marketplace, qui est un autre schéma logistique complètement différent. Donc on est plutôt dans le modèle Jumia. Donc on vend beaucoup de produits
Et ces produits ne sont pas tous des produits margins. Donc on a énormément, quelques milliers de vendeurs aujourd'hui qui proposent leurs produits, avec un schéma logistique adossé à un entrepôt central qui reçoit, prépare et expédie aux clients. Donc ça, c'est les 4 schémas. Maintenant, par rapport à la question, en termes de comportement client, je pense que c'est aussi différent. Dans un magasin, le client, il est là physiquement, il regarde, il touche le produit. Parfois, il peut même le goûter avant de l'acheter. Donc, on est beaucoup plus dans une logique d'achat désir ou achat plaisir. La logistique, il est invisible pour le client quand on est dans un magasin. On ne pense pas à la logistique, on est là physiquement pour acheter, se faire plaisir, prendre les produits qui nous font plaisir. Donc, la logistique, il est plutôt une commodité, mais n'est pas très visible, n'est appréciée par le client à ce moment-là. Dans le e-commerce alimentaire, on a les 2 schémas. L'express, je pense à l'image de ce qu'a dit Hamza et Omar tout à l'heure. La logique de la commande express est une logique de stress. Il y a un engagement émotionnel du client. Chaque minute de retard est quelque chose qui compte pour lui. Chaque commande incomplète est une frustration, est une friction. Donc l'impact et les enjeux pour le client, ils sont complètement différents. Et la complexité qui est la nôtre pour pouvoir assurer cette expérience client, elle est aussi complexe. Le programmer, on est plutôt dans une logique de je planifie mes commandes à l'avance, j'attends, je choisis un créneau, je les reçois. Donc on est plutôt dans une logique de gestion de flotte et de tournée pour les clients. La marketplace, c'est une autre logique. On n'est pas sur l'achat récurrent, l'achat fréquent. Juste à titre d'information, un client peut faire ses courses une fois, voire plusieurs fois par semaine, parce qu'on a besoin des produits frais, des yaourts, de la viande et des produits de tous les jours. La marketplace, on est en général sur un achat chaque 3 mois ou chaque 2 mois. Donc on n'est pas sur la récurrence, et donc on est plutôt dans une logique où on est prêt, quand on trouve le produit qu'on veut, au prix qu'on souhaite, attendre un peu pour le recevoir. Et donc les schémas logistiques, ils sont complètement différents. Chez nous, on a observé qu'il y a très peu d'interaction entre les différents modèles. Où un client, son besoin, il peut être différent selon le schéma du produit qu'il veut acheter. Et donc, ça nous oblige, nous, à avoir 4 modèles complètement étanches, complètement différents, avec toute la complexité c'est derrière à les gérer. Merci, Sidi Adil. Donc effectivement, un cas d'école, mais en tout cas, il semblerait, si je devais le qualifier, et je parle sous ton contrôle, qu'aujourd'hui, on est devant une organisation hybride et qui adresse ces différents sujets-là, à la fois d'un point de vue consommateur, mais également d'un point de vue logistique. Alors, vient à ce moment-là une question qui est assez récurrente, en général sur le commerce électronique, c'est le sujet du coût, notamment dans un cadre macroéconomique très volatile, avec un prix du pétrole qui évolue de jour en jour. Donc l'équation économique reste une variable assez difficile à décoder. Donc là, je vais m'orienter vers M. Zakaria Mahfoudi, donc VP et directeur des opérations chez Jumia. Aujourd'hui, compte tenu également de la stratégie de Jumia, donc la dimension coût et la pérennité du business model reste une dimension stratégique au niveau de l'entreprise. Donc aujourd'hui, pour la croissance de l'e-commerce au Maroc, ma question est comment maintenir une expérience forte tout en réduisant les coûts logistiques. Très bien. Bonjour à tous. Merci Badr. Merci pour l'invitation et merci pour la présence de nos intervenants. D'ailleurs, c'est une première avec tous les gros acteurs. Pour la question du coût, c'est vraiment une question très importante vis-à-vis de la stratégie Jumia pour chercher plus d'efficacité. Et par rapport à la livraison, c'est vraiment un challenge pour nous. Comment l'optimiser avec tous ces changements sur les prix de gasoil, avec la fluctuation par rapport au prix? Alors, il y a un point très important par rapport à cette optimisation, c'est le success rate. Ce qu'on appelle le success rate, c'est le taux des livraisons réussies. Comme vous savez, il y a une partie des livraisons en e-commerce qui échoue. Et comme avec la plupart de nos partenaires logistiques, on est payé sur le delivered, on est payé que sur
les colis livrés. Donc cette optimisation de taux de livraison fait en sorte d'optimiser le coût en général. Comment l'optimiser? C'est réduire l'écart entre les commandes qui passent en brut au total, ce qu'on appelle le gross order, vers les net orders, et qui sont les commandes réussies et qui finissent à être payées, qui finissent à être livrées. Il y a plusieurs sujets pour le faire. Omar a parlé de la partie paiement, fintech, et l'industrie de l'e-commerce aujourd'hui, et contrairement au quick commerce qui a beaucoup évolué en prix-paiement, la partie e-commerce, elle est vachement utilisée en termes de cash à la livraison. Donc c'est du post-payment. Aujourd'hui, plus de 80% de nos clients, ils préfèrent payer cash à la livraison. Au social media, il n'y a que ça. Social selling, il n'y a que du cash à la livraison. Et ce qui impacte les taux de livraison réussis. Il y a une grande partie qui sont des clients qui sont injoignables. Donc, ces clients injoignables, il y a une partie de forward, donc de coût de livraison qui est payé, mais au final, le colis n'est pas livré, donc il n'y a pas de marge de commission qui est récupérée. Et il y a des coûts supplémentaires sur la partie reverse. Parce qu'il va falloir que ce produit retourne au vendeur, il va falloir payer la partie reverse. Il y a toute une logistique à part qui est très complexe aussi à gérer. Donc, c'est des coûts additionnels. Donc, il y a la partie success rate et qui est impactée par le taux de prépaiement. Les colis qui sont prépayés, il y a beaucoup plus de chances de les livrer, qui finissent livrés, qu'il n'y a pas de rejet, qu'il n'y a pas de clients injoignables, contrairement aux colis qui sont post-payés à la livraison. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, et qui est beaucoup liée à la convenience client. Enfin, on parle beaucoup plus de vitesse de livraison. Il y a une claire corrélation entre la vitesse de livraison et le taux des livraisons réussies, mais une partie aussi temps de livraison. Aujourd'hui, le e-commerce, beaucoup plus complexe en logistique que le quick commerce, qui s'effectue en 30 minutes, en moins d'une heure, et généralement, le client, il est là à attendre son colis. L'e-commerce, ce n'est pas le cas. L'e-commerce, à peine aujourd'hui, on peut déterminer le jour de livraison à partir du moment où le colis est disponible, mais pas exactement l'heure de livraison. Généralement, les livreurs récupèrent les colis le matin, appellent le livreur le matin, essayent de planifier, appellent le client plus tôt le matin, essayent de planifier la course. Il y a une partie des clients qui est injoignable. Maintenant, ça impacte leur trajet. Il va falloir le modifier, il va falloir être agile, il va falloir le finir avec le moins de colis rejetés durant la journée. Donc il y a cette partie planification. Et à titre d'exemple, à Jumia, on fait des enquêtes mensuelles de satisfaction client, ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoted Score, pour savoir un peu ce que le client pense de leur expérience sur plusieurs dimensions. Donc sur la dimension logistique, ce qu'il faut savoir, c'est la première question ou le premier point à développer que nos clients demandent en e-commerce, c'est qu'ils ne peuvent pas choisir l'heure de livraison, l'heure de passage. Comme c'est first in, first out, le livreur, il appelle le premier client disponible, essaye de planifier son trajet, ce qui peut, dans plusieurs cas, ne pas être convenient pour le client. Le client, il est en meeting, il n'est pas dispo, il est au bureau, il n'est pas chez lui alors qu'il a mis l'adresse de sa maison. Donc ça peut impacter aussi les taux de retour réussis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir penser. Peut-être on évoquera un peu plus en détail les différentes énergies plus tard à faire pour répondre à cette problématique. Et troisième point, c'est ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs années maintenant, et Badar en était témoin d'ailleurs, c'est le développement de la partie pick-up station, la partie point relais. Aujourd'hui, au Maroc, on livre principalement en door delivery, on livre directement dans l'adresse client. Il y a des solutions qui s'offrent ailleurs, mais qui sont beaucoup moins utilisées par les clients. Aujourd'hui, on les pousse énormément par Jumia, comme la livraison via des points relais. Pas l'adresse, mais via des points de relais. Ça offre plus de convenience pour les clients. Pourquoi? Parce que quand tu es livré sur un point relais, ton package, ton colis, il est resté au point relais pendant 7 jours. Donc à n'importe quel moment de la journée, tu pourras récupérer le colis selon tes disponibilités. Donc ça offre plus d'agilité pour le client.
de un. Et de deux, ça nous fait économiser à tous les deux du coût. Pour le client, parce qu'il va payer moins cher, versus la partie door delivery, économiser principalement sur la partie last mile. Et pour, pour Jumia, ça nous coûtera moins cher aussi, parce qu'il n'y a pas la partie last mile. Maintenant, ça nécessite plus d'optimisation sur la partie success rate aussi, et principalement via le prépaiement, et c'est ce qu'on essaye de pousser. Voilà. Merci beaucoup, Zakaria. Donc effectivement, pousser le prépaiement et le développement des réseaux des PES sont deux axes notamment très concrets pour améliorer le success rate. Donc, concernant le success rate, on va embrayer sur une autre thématique, qui est celle de la performance. Donc, la performance logistique pour l'e-commerce. Donc, que ce soit pour les flux forward, ce qu'on appelle les flux en avant, donc de la livraison, mais également les flux reverse pour la gestion des retours. Et donc là, je m'adresse à Setalal, donc CEO de CEO's Technology. Donc Setalal, de façon très concrète et pragmatique, quelles sont les problématiques actuelles du last mile e-commerce au Maroc? Merci Sibadar, merci pour l'invitation. Moi, je vais être très terre à terre. Le last mile, c'est catastrophique. Ça tue la marge. Ça renchérit le coût de livraison. Je vais expliquer après dans le détail. Ça frustre le client final. J'expliquerai aussi. Et ça épuise le livreur. Alors on va commencer par ça tue la marge et ça renchérit le coût. Vous savez qu'on peut réduire de plus de 60 à 70% les coûts de livraison. Et je vais vous en faire la démonstration. Vous envoyez un livreur pour livrer des colis. 30 à 40% de ces livraisons se transforment en relivraison. Parce qu'effectivement, vous aviez raison, le client ne répond pas. Pas par mauvaise volonté, c'est parce que vous êtes assis ici, vous avez votre téléphone en mode silencieux et vous ne répondez pas. Et dans une heure, quand vous allez appeler, il est déjà parti. Il faut qu'il revienne. Donc il faut relivrer. Ça a un coût de relivrer. Ou bien parce que le client demande « Ah, désolé, tu repasses fin de journée ». 30% quasiment, c'est de la relivraison. Et c'est un coût que supporte l'entreprise de livraison et qu'elle refacture au donneur d'ordre. Ensuite, vous avez également le retour de colis. C'est 20 à 40% de taux de retour, en fonction de la qualité des produits, en fonction de beaucoup de choses. Quand vous avez 30% en relivraison et 40% de retour de marchandises qui revient à l'expéditeur, ça a un coût, ça aussi. Il y a quelqu'un qui doit le payer. Donc au final, vous avez 60 à 70% du total de vos coûts de livraison qui sont perdus. Et CEO's Technology a lancé la solution Express Relais. En fait, nous avons décidé de lancer une solution disruptive. Et Express Relais, aujourd'hui, est une entreprise de messagerie e-commerce au niveau national. Nous livrons aujourd'hui plus de 168 destinations au niveau national, en livraison à domicile, qui est malheureusement à un coût supérieur, mais surtout à travers la consigne automatique Neobox. C'est une machine où on peut recevoir des colis. Donc quand vous livrez une machine automatique, vous êtes sûr à 100% du taux de livraison. Il n'y a plus de relivraison. Parce que le livreur, s'il livre à domicile, l'adresse est erronée, il ne connaît pas l'adresse, le client ne répond pas. Quand vous livrez une machine automatique, vous livrez une machine, vous êtes sûr à 100% de la livrer. La machine ne bouge pas, elle est là. Et le client reçoit un code pour aller retirer son colis quand il le désire. Il reçoit un SMS et un mail, il va le retirer quand il veut. Donc déjà, on a supprimé les 30 ou 40% de pertes qu'on avait en relivraison. En retour de marchandises, tout à l'heure j'entendais effectivement les clients, vous avez raison, c'est Alaoui, les clients préfèrent payer à domicile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance. C'est un problème de confiance. Et nous, aujourd'hui, nous sommes tiers de confiance. Pourquoi il n'a pas confiance? Parce qu'il veut voir le colis. Il veut d'abord être sûr de le recevoir. Et ensuite, il veut ouvrir le carton et vérifier le colis à l'intérieur. Et ensuite, payer. Maintenant, quand ce client-là veut faire un retour, 2 jours après, parce que je rappelle que la loi 3108, qui est la protection justement des consommateurs, autorise un droit de rétraction de 7 jours. Vous avez le droit de vous rétracter, même si vous n'avez plus envie d'avoir le colis. Vous avez changé d'avis. C'est difficile de l'exercer aujourd'hui. Mais Express Relais aujourd'hui a permis, à travers la consigne automatique, de rendre pratique cette solution. Pourquoi? C'est simple. Vous recevez un colis, vous n'êtes pas satisfait,
Vous voyez que votre vendeur, il vous envoie juste un code de dépôt. Avec ce code, vous allez déposer dans n'importe quelle machine. Le colis revient automatiquement. Vous n'attendez ni livreur à la maison, pas de rendez-vous, pas d'appel téléphonique. Vous n'êtes pas coincé chez vous à la maison pour retourner le colis. Et vous pouvez le retourner et exercer votre droit de retour. Maintenant, dans les retours de colis, vous avez deux catégories. Vous avez la catégorie où c'est le client qui a été malhonnête, qui a commandé, qui ne veut plus le colis, c'est un achat impulsif. Mais vous avez le retour parce qu'au final, même quand vous avez fait la relivraison, vous n'avez pas trouvé l'adresse. Où les clients n'auront pas peint effectivement. Et là, c'est le colis qui revient parce que c'est un problème d'exécution. Ce n'est plus un problème dû au consommateur. Et ben, en réduisant tous ces coûts de relivraison, de retour, en facilitant justement le retour du colis à l'expéditeur, et donc en réinstaurant la confiance, Express Relais réinstaure cette confiance et permet une réduction très conséquente des coûts. Sans compter que l'empreinte carbone est très réduite, parce que quand vous livrez un point relais, la plus grande qu'on ait, je crois, c'est à peu près 270 casiers en réception de colis, elle est à Casanir Shore. C'est un mur hein, de casiers. En un seul point, vous livrez 70, 100, 120 colis, c'est un seul point de livraison. C'est une seule empreinte carbone. Alors que si vous devez livrer 170 livraisons à domicile, c'est 170 déplacements. Et là, l'empreinte carbone est encore très élevée. La consommation gazole grimpe, d'autant plus avec les coûts du carburant d'aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là parce que sinon... Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Zi Mohamed. Donc, effectivement, une amélioration de l'exécution, de la livraison et des retours est aussi une alternative, au-delà de l'impact environnemental, bien sûr, que tu as mentionné, est une alternative à une réduction et une optimisation des opérations. Dans la même lignée, je m'adresse à Omar. Donc, depuis quelques mois, donc Aura Technologies est propriétaire de KT10, qui est un des acteurs leaders du Last Mile au Maroc, opérant principalement sur des sujets de social commerce. Et du coup, ma question pour toi, Omar, c'est quels sont les principaux défis de performance logistique de KT10 aujourd'hui? Alors, donc pour rappel, KT10 aujourd'hui, ça livre dans tout le Maroc, un peu plus de 220 000 colis par mois. On pick-up de chez des commerçants qui sont essentiellement des social sellers, donc ils vendent sur Instagram. Pick-up, livraison. 100% de notre business, c'est du cash en delivery. Donc dans notre scale, si on ne prévoit pas quelque chose pour rendre beaucoup plus agile et beaucoup plus facile la collecte de cash, ou en tout cas le paiement à la livraison, alors on va avoir un problème structurel. Parce qu'à un moment, on collecte déjà près d'1 milliard de dirhams par an, et plus ça monte, et plus on est à risque, et moins on peut scaler. Donc, depuis le rachat, on est en train d'intégrer, en train de développer et intégrer notre solution Aura Cash pour KT10, qui fera qu'en fait déjà, on va pouvoir digitaliser la collecte, c'est-à-dire que tous nos livreurs sont équipés. On a près de 800 livreurs sur le Maroc. Ils seront équipés de mobile wallet. Ils vont pouvoir, dès qu'ils collectent du cash, cash in leur wallet et puis nous envoyer instantanément. Une fois qu'on aura fait ça, et c'est là le nerf de la guerre, c'est qu'un social seller, c'est quelqu'un qui vend sur Instagram et qui attend qu'on lui retourne son chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Aujourd'hui, KT10 est positionné sur du 24 heures. Et notre objectif avec Aura Cash, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire, dès que la marchandise a été livrée chez le client, alors le commerçant va recevoir digitalement son chiffre d'affaires. Le jour où on arrive à instantanéiser la collecte de cash pour en faire une instantanéisation de la collecte du chiffre d'affaires, alors on va avoir des social sellers qui seront plus à même eux-mêmes de scaler, de racheter encore plus de marchandises, de vendre plus vite, de collecter les chiffres d'affaires plus vite et ainsi de suite. On estime aujourd'hui que, alors on l'a vu dans quelques pays, notamment l'Égypte, on estime que passer à l'instantanéisation du chiffre d'affaires, c'est un potentiel de gain de croissance de 40 à 60%. Donc si on faisait une croissance de 20% par an, on pourrait en faire 30 à 40. J'ajoute un point important. Je reviens à l'Égypte que je prends souvent en benchmark. En Égypte, il y a Souk qui était une marketplace assez importante qui a été rachetée par Amazon. Pour $1 milliard, il y a 5 ans, je pense, à peu près. Et puis alors, lors de mon dernier séjour, je demande à mes confrères sur place, mais quelle part de marché a Amazon? Et ils me répondent 5%. Et donc 95%,
c'est du social commerce. Ce sont des social sellers. Sauf qu'en Égypte, ils ont déjà tout scalé, tout automatisé et tout digitalisé. Donc je pense que le Maroc, encore une fois, est bien orienté pour suivre une trajectoire assez similaire avec les spécificités locales. Le nerf de la guerre, c'est collecter avec plus d'agilité le cash, peut-être trouver des solutions pour faire du card on delivery plutôt que du cash on delivery, et enfin revenir avec une collecte de chiffre d'affaires et un retour de fonds qui est instantané pour qu'ensuite nos social commerçants, nos social sellers puissent progresser massivement. Merci Omar. Donc effectivement, les enjeux de FinTech sont importants sur le sujet. Alors on va s'attarder un peu plus tard sur le sujet du COD, puisque c'est un sujet extrêmement critique. Et puis Talal en a parlé et Zakaria en ont parlé également tout à l'heure. Alors, je m'adresse à Hamza. Donc on connaît beaucoup Glovo par le quick commerce alimentaire, donc les restaurants, mais Glovo aussi a développé sur les dernières années le quick commerce non alimentaire, notamment à travers les boutiques et vos différents partenariats avec les commerces au niveau des différentes villes. Donc, ma question pour toi, qu'en est-il, toujours en termes de performance logistique, qu'en est-il du quick commerce non alimentaire et quels sont vos principaux défis logistiques et technologiques sur ce sujet? Merci pour la question. Effectivement, on a lancé cette verticale il y a 4 ans maintenant. Et le quick commerce non alimentaire est déjà bien installé. Chez nous, c'est à peu près 25% du quick commerce chez nous. Et lorsqu'on pense au quick commerce non alimentaire, on pense souvent à la livraison. Mais la réalité, ce n'est pas ça le sujet pour nous. Livrer une pizza ou livrer un iPhone ou un téléphone, c'est à peu près la même chose. C'est le même système, les mêmes livreurs, la même densité. Mais le vrai sujet qu'on a, il est de nature informationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque la plupart des boutiques non alimentaires, ils ont des milliers de références. Et lorsque quelqu'un commande un produit bien spécifique, et il attend une livraison au bout de 30 minutes, la probabilité que le livreur va partir sur place, il ne va pas trouver la commande, est assez élevée. Et le challenge sur ça, il est de 2 niveaux. Premièrement, c'est la digitalisation du catalogue, avoir les bonnes photos, les bonnes descriptions, un catalogue mis à jour, ça prend beaucoup de temps et pas facile. Et le deuxième sujet, c'est avoir un stock qui est mis à jour en temps réel. Et ces 2 enjeux ont un impact très très significatif sur la qualité de nos opérations. Et que ça soit et c'est des sujets qui dépassent largement l'e-commerce parce que c'est des sujets de gestion de changement au sein de grandes structures ou aussi de coût marginal qui est très élevé pour une petite structure de pouvoir digitaliser tout leur catalogue et ça devient économiquement pas rentable de faire ça. Et c'est un véritable challenge. Néanmoins, on se focalise notamment sur une belle opportunité qu'on a lancée depuis 2024 qui est Glovo Business Delivery où là encore une fois on capitalise sur notre force et on permet à n'importe quel e-commerçant au Maroc de continuer de recevoir ses commandes via son canal direct, que ce soit à travers le téléphone, à travers son application, à travers son site e-commerce, mais de pouvoir utiliser la flotte et le service logistique de Glovo que pour la livraison last mile et de faire ça en 30 minutes. C'est assurer cette proposition de valeur pour chaque acteur individuellement est très très compliqué et économiquement pas soutenable. Par contre, en mutualisant cette infrastructure à travers Glovo, ça devient pertinent et c'est l'opportunité sur laquelle on essaie d'accélérer la croissance sur cette partie de quick commerce non alimentaire. Merci Hamza. Donc voilà, on a parlé de beaucoup de sujets, on a parlé notamment de la mutualisation des infrastructures, on a parlé d'instantanéité des paiements, on a parlé de livraison
et de performance de livraison, de performance de retour aussi. Donc autant de variables extrêmement stratégiques. Maintenant, le secteur de l'e-commerce est un secteur qui se construit encore et qui donc passe aussi par la mise en place d'un cadre réglementaire. Donc on va rentrer dans des sujets un peu sérieux à présent, donc sur le cadre alimentaire et la structuration du secteur. Donc depuis quelques mois et ça s'accélère depuis quelques semaines, un certain nombre de réformes sont en train d'être mises en place, notamment sur la réforme de la loi postale, sur les colis de moins de 1 kg, un certain nombre aussi. D'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question pourquoi il y a le sel par moment dans certains colis, c'est notamment parce qu'il y a cette loi postale qui existe aujourd'hui et qui est en train d'être amendée et modifiée. Également des sujets d'ordre de protection de données personnelles. Et donc là, je vais m'orienter vers Talal. Donc, de par ton expérience, 30 ans sur le marché marocain, donc tu as vu évoluer le cadre réglementaire sur les dernières années. Et donc aussi avec ta double casquette, notamment au-delà d'être un businessman, mais aussi d'être un institutionnel aujourd'hui, comment tu vois aujourd'hui l'évolution du cadre juridique autour de l'e-commerce au Maroc? Ok, ben merci. Écoute, je vais être assez synthétique. Sur 30 ans, effectivement, on a vu passer beaucoup de choses. Notre fédération, présidée par Abdillah Hifdi, nous-mêmes en tant que vice-présidents, nous sommes 4 vice-présidents dans cette fédération, nous avons travaillé sur plusieurs sujets structurants dans le monde du secteur et de la logistique. Nous avons fait la réforme portuaire, nous avons travaillé sur l'Open Sky, nous avons travaillé sur le nouveau code de la route, sur plusieurs sujets. Alors le sujet de la messagerie du e-commerce, pour information, ça fait plus d'1 an qu'on travaille là-dessus. D'abord avec le Conseil de la concurrence, nous avons travaillé sur un rapport et nous avons été auditionnés aussi sur le marché du e-commerce, de l'alimentaire, du quick commerce et ainsi de suite. On est sorti avec des grandes lignes. Par rapport à cela, ensuite, on a travaillé sur un cadre légal pour encadrer ce métier. Parce que c'est vraiment l'anarchie. Ne serait-ce qu'à voir les livreurs aujourd'hui qui livrent en freelance, ils n'ont aucun cadre juridique. Ils sont payés entre guillemets au black, ou là ils sont auto-entrepreneurs. Le statut d'auto-entrepreneur a été détourné, d'accord, avec ces gens-là. Vous savez qu'ils livrent des colis. Quand le colis n'est pas livré, par exemple, ils ne sont pas payés. Donc ils payent l'essence de leur poche, ils payent tout ça de leur poche. Donc on ne pouvait pas laisser comme ça, c'était la totale anarchie. Donc à partir de là, on a travaillé là-dessus. Il y a un projet de loi qui a été déposé au secrétaire général du gouvernement il y a 3 mois, donc après une bonne année et demie de travail, qui encadre le métier d'opérateur de messagerie au Maroc, notamment sur la partie petit colis e-commerce. Alors ce projet de loi, déjà, supprime le monopole de la Poste. Comme vous savez, jusqu'à il y a encore maintenant, les colis moins de 1 kg sont du monopole de la Poste. C'est pour cela que vous trouvez dans vos colis des sacs de sel. Ce n'est pas un cadeau, c'est juste pour dépasser le kilo, pour être dans la légalité. Ou alors vous trouvez des fois un morceau de pierre ou un métal pour que le colis dépasse 1 kg. Donc ce monopole disparaît. Il y aura certainement une redevance à payer pour l'opérateur postal, parce qu'il ne faut pas oublier que l'opérateur postal a un rôle, c'est qu'il livre sans contrainte de rentabilité, c'est-à-dire qu'il doit livrer dans des coins perdus du Maroc indépendamment de la rentabilité. C'est un service public, donc il y aura certainement une redevance. Mais ce qui est très important, c'est que dans ce projet de loi qui a été déposé, sur lequel nous avons, au niveau de notre fédération, nous avons apporté à peu près 32 amendements, il faudra avoir une autorisation du ministère pour opérer en tant qu'opérateur logistique. Tout opérateur qui opérera, messagerie e-commerce, ou alors messagerie colis, tout opérateur qui opérera sans autorisation, il y aura un côté pénal, des amendes qui vont entre 500 000 et 5 millions de dirhams, avec 1 à 3 ans de prison ferme pour les gérants des entreprises. Donc là, ça va être parfaitement cadré. Il y aura des conditions, des cahiers des charges à respecter pour bien rentrer dans les clous. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui opèrent aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez entendu parler de 1 milliard de dirhams de compte remboursement encaissés. Il faut savoir que l'opérateur messagerie encaisse jusqu'à 10 à 20 fois son chiffre d'affaires en compte remboursement. Et vous avez énormément d'opérateurs sur 30 ans qui ont ouvert, qui ont opéré et qui ont disparu dans la nature avec des sommes colossales. Aujourd'hui, il y aura un cadre qui va permettre de garantir l'intérêt et défendre les intérêts des consommateurs. Ensuite, il y a toute une série sur le remboursement des marchandises. Aujourd'hui, quand vous avez un litige,
vous avez un problème pour être remboursé. Comment forcer l'entreprise à vous rembourser? Donc tout ça, c'est parfaitement cadré. Le projet de loi est en cours. A priori, ce matin, j'en parlais avec le ministre, avec le président de la Poste. Donc on devrait pouvoir la faire passer à la session parlementaire de septembre. Les décrets d'application, donc a priori vers mars-juin de l'année prochaine, ça rentrera en vigueur et vous aurez un secteur beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré. Merci beaucoup, Sidi Mohamed. Alors, du coup, je me tourne vers Zakaria parce que cette réalité, en tout cas chez Jumia, vous la vivez quotidiennement. Donc, plusieurs acteurs saluent cette réforme. Et pourquoi, selon toi, cette réforme est importante pour la structuration du marché? Très bien. Merci Badr. Merci Setalal pour les détails. Alors, très heureux de cette réforme, en tout cas. Et je pense que tous les acteurs logistiques, ils sont enfin soulagés. Parce que quand même, c'est ce monopole, c'est cette loi qui date quand même de plus de 100 ans, 1924 exactement, impactait énormément l'efficacité logistique. Imaginez juste à quel point c'est un gâchis de transporter des tonnes et des tonnes de sel, des fois de sable, sur le volume transporté, sur l'impact carbone aussi que ça fait, l'impact CO2, sur l'utilisation du gasoil avec les prix qui augmentent. Donc un impact vraiment, vraiment négatif, sans parler de l'expérience client. Parce que parfois, quand vous mettez 1 kilo de sel avec un petit accessoire, des fois, il est damage. Votre produit, il est impacté. Des fois, le sachet de sel, il est déchiré. Donc ça impacte l'expérience client et ça impacte aussi l'efficacité logistique. Donc très content de cette loi. Et voilà, je pense qu'on est dispo pour accompagner sur le après, notamment sur comment ça va être remplacé. Parce qu'un kilo de sel, ça coûte 1 dirham. Est-ce que ça va être remplacé avec une taxe? Faire en sorte que ça n'impacte pas l'éco-logistique. Parlons de profitabilité. Mais en tout cas, je pense que tous les acteurs logistiques, e-commerce, ils saluent vachement cette initiative. Les seuls peut-être acteurs qui ne seront pas contents, c'est les producteurs de sel, probablement. C'est voilà. Adil, votre position sur le sujet réglementaire? Je rejoins ce qu'a dit Setalal et Zakaria. Je pense qu'il était temps de structurer ce marché. Je pense Omar il a avancé un chiffre tout à l'heure, vu les perspectives de croissance qu'on est en train d'entrevoir. On parle de 100 000 livreurs à avoir dans les prochains mois, les prochaines années. Je pense qu'il est temps que ce secteur se structure, que les acteurs logistiques s'organisent. C'est bénéfique pour nous en tant que retailer parce que nous, on est clients de la prestation logistique. Donc, tout ce qui peut pousser vers l'amélioration de la qualité d'expérience client, je pense que c'est une bonne chose. Merci, c'est Adil. Alors, on va avoir une parenthèse. Donc, c'est bien dommage pour le sel parce que si vous rentrez sur YouTube, vous avez des tutoriels d'usage de sel et il semblerait qu'il soit efficace sur le gommage de la peau du visage. Donc, ça, c'est fortement dommage, voilà, pour la suite. Mais revenons au sujet du COD. Et là, je me tourne vers Omar. Je reviens vers toi, parce que toi, tu es pleinement dans la fintech à travers Oracash. Donc, tu l'as abordé tout à l'heure sur l'importance de la réduction du COD sur la performance logistique. Mais ma question pour toi, c'est comment tu vois l'évolution des usages de paiement au Maroc? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Le cash n'a jamais été aussi fort en circulation. À quand le virage vers le paiement électronique? Alors déjà, ça, c'est un sujet qui nous a fait faire des nuits blanches avec mes équipes qui sont juste devant là. Donc je remercie le soutien. Pourquoi il y a autant de cash au Maroc? Ça, c'est une vraie question que je me pose depuis 3 ans. Alors au début, je me disais, oui, c'est Dareba, les gens ne veulent pas payer d'impôts, c'est du black. Fine. Il y a une partie de ça. Mais la réalité, c'est que le cash est le seul moyen de transférer de l'argent de manière instantanée entre un bancarisé et un non bancarisé. Évidemment, entre deux non bancarisés. Mais comme il y a une poignée de la population qui est bancarisée, ou une petite, on va dire 20-30% de la population qui est bancarisée, et qui envoie de l'argent à autant de personnes qui sont non bancarisées, le cash s'est imposé comme le seul moyen
de faire un transfert instantané. Donc au Maroc, instantanéité égale cash. Quand je commence à faire du e-commerce, je me rends compte que le cash veut dire autre chose. Il veut dire tiers de confiance. Ok. Donc deuxième sujet qui encourage le cash, c'est il y a l'absence de tiers de confiance dans les transactions électroniques. Et évidemment, dans chaque transaction électronique, il y a un paiement. Le prépayé n'est pas l'usage compte tenu de la jeunesse de notre e-commerce. Il reste le cash on delivery. Donc à la fin de la journée, on doit composer et se poser la question des évolutions. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les deux sujets? Le premier qui est l'instantanéité, le deuxième qui est le tiers de confiance. Je pense que déjà, si finalement la transaction de paiement se passe à la livraison, ça veut dire que le livreur peut être le tiers de confiance. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait introduire un autre moyen de paiement à la livraison, qui peut être soit une carte bancaire, soit un wallet. Je pense que si ce sujet-là avait été démocratisé beaucoup plus, on aurait beaucoup plus de paiements par carte. Parce qu'on enlèverait au cash son rôle d'agent de tiers de confiance. Et on le transférerait au livreur. Au niveau de la digitalisation, au niveau du cash on delivery en tant qu'instantanéité, aujourd'hui, on a, avec l'infrastructure des établissements de paiement, créé de l'instantanéité complètement ouverte sur l'ensemble des opérateurs. L'instantanéité est devenue interopérable. Ça veut dire que techniquement, on pourrait au moins utiliser le wallet sur un bout de la chaîne du e-commerce, c'est-à-dire du livreur vers la société et enfin vers le commerçant. Donc ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, c'est deux choses. Trouver des moyens pour payer différemment qu'en cash à la livraison et digitaliser la collecte comme ce que l'on fait aujourd'hui avec Oracash, toujours en équipant le livreur, pour qu'il puisse assurer au moins 2/3 ou 3/4 du chemin de l'argent en digital. Mais à la fin de la journée, je reviens sur mon postulat de départ, si le livreur doit être souriant, délivrer un bon service, livrer rapidement, être le tiers de confiance dans le cas d'une transaction, alors ça veut dire que ce livreur-là est stratégique pour les 10 prochaines années au Maroc. Donc il faut en prendre soin. Effectivement, tu as abordé ce volet-là. Alors, Hamza, selon les derniers chiffres, en tout cas, qui ont été communiqués par Glovo, c'est que, en tout cas, Glovo fait partie des rares acteurs aujourd'hui qui ont une part, en tout cas, de prépaiement qui est importante. Et je pense qu'on parle, et dis-moi si je me trompe, de 40-45% des transactions qui se font par carte aujourd'hui sur Glovo. Et donc aujourd'hui, comment vous expliquez cette différence par rapport aux chiffres que Zakaria a mentionné tout à l'heure, du 80% en COD plutôt. Donc comment vous avez réussi justement à faire ce virage, même s'il reste encore une marge de progression importante? Et est-ce qu'aujourd'hui, cette digitalisation de paiement peut être un accélérateur de croissance pour l'e-commerce? Ouais. Il est vrai que dans l'e-commerce au Maroc, comme mes collègues, mes confrères ont dit, c'est à peu près 90% qui sont en cash. Chez nous, c'est l'inverse. On a à peu près la majorité déjà qui est en paiement par carte. On est à 57% précisément. Et la raison principale, je dirais, c'est la confiance. On a pu construire au fur et à mesure des années un capital confiance auprès des consommateurs où il sait s'il y a un problème, il va être remboursé. C'est jamais parfait, mais et je pense et c'est un point qui est principal. Et on a la chance aussi d'être dans un métier de récurrence. Et ce qu'on voit aussi, c'est que généralement les clients, leurs 4 premières commandes chez Glovo vont être par cash. Et c'est uniquement à partir, enfin en moyenne, à partir de la 5e commande, où il va faire le déclic pour passer par carte bancaire, parce qu'il a déjà testé le service, il a eu potentiellement un sujet, et il a créé de la confiance déjà, et pas dès le départ. Et pour nous, c'est un intérêt stratégique majeur.
de pousser ce sujet davantage. On est là à 57, on aimerait bien le porter à 80 ou plus, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est on gagne en temps de livraison. On va gagner minimum 1 minute, 1 à 2 minutes où le livreur est en train de chercher du cash ou quoi que ce soit. Et dans notre métier, 60 secondes, c'est beaucoup d'efficacité, c'est important. Deuxièmement, on réduit les annulations parce qu'il y a un engagement d'achat qui a été fait. Et troisièmement, l'expérience client devient tellement magique que la fréquence augmente significativement. Une fois que la carte a été insérée et au fur et à mesure, la personne commande davantage. Et je pense historiquement, l'e-commerce et le cash en général, le cash a été un accélérateur historique de l'e-commerce. Mais aujourd'hui, je pense que c'est davantage une contrainte. Et un chiffre que je peux partager avec vous, c'est l'ensemble des commandes annulées que nous, on est censé payer aux restaurateurs. C'est plus de 30 millions de dirhams par an chez Glovo. Parce qu'il y a un livreur qui s'est déplacé, il a pris un repas, il va aller chez un client, il ne va pas le trouver, mais à la fin, on va payer le partenaire et on prend ça comme responsabilité. C'est un montant qui est important et on pense que c'est une responsabilité collective de l'ensemble des acteurs de l'e-commerce de pouvoir réduire le cash en général et promouvoir le paiement parce que je pense qu'il y a 2 effets bénéfiques. Le problème du cash, en général, c'est 2 choses. Premièrement, c'est que le moment de la livraison devient un moment de décision. C'est-à-dire que lorsque moi j'achète par cash, lorsque je suis en train d'acheter sur Internet, je n'ai pas encore effectué l'achat. Je n'ai pas encore pris la décision. Je vais prendre la décision lorsque je vais recevoir. Ça, c'est un problème majeur. Et deuxièmement, avec un taux de retour de 30 à 40%, l'e-commerçant a engagé des coûts du fonds de roulement. L'acteur logistique a aussi engagé des coûts. Et ce qui se passe, c'est que ces coûts, ils vont bien être payés par quelqu'un à la fin. Ils vont être répercutés sur le prix de livraison finale. Et in fine, c'est un cercle vicieux où l'e-commerce devient pas compétitif parce que la logistique n'est pas efficace et les prix sont élevés. Et encore une fois, je pense que c'est un sujet qui est pour nous majeur et on va continuer d'œuvrer sur les prochains mois et années pour augmenter ces chiffres davantage au Maroc. Et ça a un effet aussi bénéfique sur l'ensemble de l'écosystème parce qu'une fois que je suis habitué à payer par carte sur une plateforme donnée, je vais conserver ces habitudes et les déployer, que ce soit sur notre plateforme ou sur le physique également. Merci Hamza. Donc effectivement, tu as parlé d'effets bénéfiques, notamment dans le processus d'achat, mais également sur le coût logistique. Et du coup, je me tourne vers Talal. D'un point de vue logistique, quel est aujourd'hui le coût caché du COD, réellement, pour notre audience? Le coût caché du COD, c'est une fortune. C'est une vraie fortune. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est deux gros mouvements. Le premier, quand on réfléchit de manière instantanée, aujourd'hui. Mais projetons-nous sur on va dire sur 10, les 15 prochaines années. Et regardons les 15 années passées. Moi, ma mère, quand elle voulait faire des achats, quand elle voulait acheter le salon, enfin pour le tissu pour son salon, elle va à Darb Omar, elle achète 1 mètre, elle rentre à la maison, machine à laver 10 fois, elle le montre à la voisine de droite, la voisine de gauche. Ensuite, elle va acheter ses 20 mètres. Ma femme, ce n'est pas le cas. Ma femme ne prend pas trop la tête, elle va au mall, elle rentre dans le premier magasin, elle prend les 20 mètres et elle sort. Ma fille, qui était là tout à l'heure, ils sont constamment là-dessus. Donc finalement, les générations qui arrivent, elles sont tous sur le smartphone. Ils sont quasiment tous bancarisés. Donc le paiement électronique va de toute façon croître de manière très rapide et de manière inéluctable. Ça, c'est déjà le premier point. Le second, regardez sur les 10 dernières années, les télédéclarations pour vos impôts, les bilans maintenant dématérialisés, la TVA dématérialisée, l'IS dématérialisé.
On part de la facturation électronique qui démarre là bientôt pour les chiffres d'affaires supérieurs à 200 millions. L'année prochaine, on va passer à 50 millions. Et dans 3 ans, ça sera 100% des entreprises qui feront de la facturation électronique. Ça serait une obligation. Regardez aujourd'hui, vous fournissez une attestation de régularité fiscale entre 2 entreprises. Sinon, retenez la source de la TVA. Donc tout ça, c'est pour vous dire que la digitalisation de tout l'écosystème économique fait qu'à un moment donné, plus personne ne pourra vendre en cash. Ça ne sera plus possible. Vous ne pourrez plus le faire. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent se structurer et se préparer pour pouvoir effectivement intégrer les solutions, comme j'ai entendu tout à l'heure, d'accord, Aura qui en parlait, ou Jumia, ou effectivement Glovo, même Express Relay, nous avons totalement digitalisé, les solutions sont prêtes. On prend sur Express Relay pour les cash on delivery, on a mis en place les EDP, établissements de paiement, pour que les gens puissent payer directement chez Filahi Cash, avec qui on a un partenariat, ou Daman Cash. On a signé un partenariat avec Sherry, effectivement, qui aujourd'hui permet d'avoir un wallet avec des paiements en temps réel, instantanés. Le client reçoit immédiatement son cash via les applis bancaires. Toutes les plateformes électroniques aujourd'hui, les plateformes des banques, nous sommes présents en tant que facturiers. Toutes les solutions sont prêtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir les tuyaux. Et ça sera de toute façon une obligation de passer par ces canaux. À un moment donné, vous n'aurez plus le choix. Le tram, il y a quelques guichets aujourd'hui qui sont encore en cash, mais demain, ça sera uniquement par carte. Vous voulez prendre le tram, vous devrez passer par carte bancaire et aller payer par paiement électronique. Tous les paiements... Regardez la LIDEC. Enfin, la LIDEC, c'est plus SRM aujourd'hui. Il y a encore 10 ans, 80% des consommateurs payaient en cash. Moi, je suis un peu vieux. Il y a 20 ans, le gars venait à la porte se faire payer en cash avec sa sacoche. Là, maintenant, je crois que quasi la totalité de cette salle paye sur la plateforme. Donc, c'est un passage obligé, inéluctable, sans compter. Et là, je vais mettre ma casquette. J'ai passé 27 ans à la CGM, 9 ans en tant que vice-président, donc vice-président général. On a passé notre temps à négocier avec les institutions financières au niveau international qui nous imposaient des contraintes Maroc à nous digitaliser et à passer au e-paiement. Pour lever des fonds à l'international aujourd'hui, pour financer les infrastructures, par exemple, on nous impose de respecter un certain nombre de contraintes, notamment d'instaurer le paiement électronique. Donc, c'est une obligation. On va être obligé d'y passer et on y passe et on va y passer. Voilà. Merci beaucoup, Sidi Mohamed. Alors, on va passer à une autre thématique qui est celle de l'omnicanalité. Alors, qui est aussi un sujet d'actualité. On l'a vu tout à l'heure, notamment l'illustration parfaite étant le groupe Marjan. Donc, je m'oriente vers Sia Adil pour cette question. Donc, l'omnicanalité est devenue incontournable. Aujourd'hui, comment vous conciliez entre des points de vente et des magasins physiques, une marketplace et la livraison rapide dans une seule organisation logistique? C'est un sujet très complexe. J'imagine. C'est un sujet très complexe parce que le e-commerce chez Marjan, c'est quelque chose qui est venu bien plus tard par rapport à notre business physique. Et donc, il s'est retrouvé by design greffé sur des processus du physique, une logistique du physique. Et on a essayé de construire un modèle vertueux qui permet à la fois de porter les deux casquettes. Alors, la vraie complexité, la vraie question en fait, c'est comment ces deux modèles peuvent subsister et cohabiter dans le même endroit, dans le même magasin physique, avec deux logiques complètement différentes. Quand on a un chef de rayon qui est dans un magasin où sa vocation, c'est de mettre un espace de vente qui est appelé à accueillir des clients dans les meilleures conditions de linéaire et de planogramme, un préparateur de commande, il est là pour piquer une commande le plus tôt possible, pour livrer le client le plus tôt possible. Donc on est sur deux logiques qui sont complètement différentes, qui doivent cohabiter dans le même endroit, avec des processus et des acteurs qui sont complètement différents. Mais in fine, le client, peut-être, c'est le même qui est derrière. C'est le même client aujourd'hui qui peut venir au magasin faire ses courses, mais à un autre moment, il peut préférer commander en ligne et se faire livrer chez lui. Et donc, il faut que l'expérience client qu'on nous délivrons, qu'il soit en vente physique ou en vente digitale, il faut qu'il soit la même, sans couture, et que le client sente que c'est la même expérience qui est délivrée, quel que soit le canal qu'il a choisi. Et je pense que la complexité, elle vient de là. Donc, c'est comment
construire des parcours clients les plus fluides possibles, les plus adaptés possibles et qui s'adaptent au canal des deux côtés. Alors, l'omnicanalité aussi, c'est beaucoup de data, parce qu'il y a les processus opérationnels, mais aussi il y a toute la data derrière. Et tout à l'heure, Bada, tu as parlé du virage digital e-commerce que le groupe a pris il y a quelques années. Dans ce virage, il y a une composante très importante qui est un virage de la construction d'une Customer Data Platform, une CDP, qui très tôt nous a permis de passer d'une logique ticket caisse, qui est une logique standard chez les retailers brick and mortar, à une logique client. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que quelques années, 3-4 ans après, plus de 75% de notre chiffre d'affaires est tracé. Donc on sait qui est derrière, donc c'est une vraie data client et ce n'est pas un ticket de caisse. Et cette data, ça nous permet de comprendre les attentes, de comprendre les comportements, les usages et d'adapter la proposition de valeur de nos canaux de distribution pour répondre à ces usages. Et donc l'omnicanalité pour nous, c'est d'abord une data unifiée, un système d'information unifié, une gestion des stocks avec une visibilité unique, unifiée, qui permet, je pense, Hamza, il a parlé d'un sujet très important qu'on oublie souvent quand on parle du e-commerce. On pense beaucoup au last mile et on oublie tout ce qui se passe en amont. Et la logistique démarre d'abord dans le magasin, dans la préparation des commandes. Quand on fait confiance à un retailer pour acheter ou à un 3PL pour passer une commande, faire ses courses à travers une plateforme digitale, on s'attend à ce que la promesse soit tenue. Si je t'ai promis de te livrer en X minutes, il faut que je la respecte. Mais surtout, je m'attends à ce que ma commande soit complète. Parce que quand moi je sors faire mes courses, j'oublie rien. J'ai ma liste de courses, j'achète tout ce dont j'ai besoin. Donc quand je commande en ligne, la moindre des choses, j'attends à ce que ma commande soit complète. Et en plus, je m'attends à ce que celui qui prépare ma commande, qu'il se met à ma place et qu'à la limite, il choisit les produits avec mes yeux. Qu'il choisit les belles fruits, les légumes et qu'il ne m'envoie pas des produits pourris. Donc toute cette contrainte qui peut impacter toute la chaîne logistique par la suite, avec tous les coûts cachés, parce qu'une commande incomplète, il peut être annulée, donc c'est des coûts logistiques qui sont perdus, c'est des remboursements qu'on doit générer, avec du cash quand la commande est payée cash en délivré, c'est des gestes commerciaux pour compenser l'expérience client, et surtout c'est un client insatisfait qu'on risque de perdre. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour venir au sujet de la digitalisation des moyens de paiement. Nous, on a l'avantage d'avoir deux univers complètement étanches. L'alimentaire qui est basé sur des magasins qui portent un nom. Je sais que je fais mes courses chez Marjan, Hypermarché, au Marjan Market. Et on a la marketplace qui est un modèle hybride avec des vendeurs différents. Sur Marjan.ma, on a un taux de paiement, prépaiement, qui est le même que celui de Glovo, qui dépasse les 50%. Parce qu'il y a une notion de confiance. Je fais confiance à la plateforme, je fais confiance à l'opérateur derrière, et donc la relation tiers de confiance dont Omar a parlé, il se manifeste quand le client vient acheter un produit alimentaire chez nous. Mais dès qu'il passe en logique marketplace sur l'autre plateforme, c'est toujours Marjan qui est derrière, mais là on tombe dans des choses dont Zachary a parlé, on est plutôt dans les 80% de post-paiement. Et donc ça montre effectivement qu'il y a tout un travail qui a démarré. Et je pense que cette notion de confiance, elle est importante pour pousser la digitalisation des moyens de paiement. Donc l'omnicanalité, on y est déjà. Toutes nos commandes courses ils sont préparées dans des magasins physiques. On a plus d'une cinquantaine aujourd'hui on prépare des commandes. Avec toute la complexité de faire vivre les deux mondes à l'intérieur, tout en cherchant à ce que nos magasins soient des nœuds logistiques intelligents qui sont là pour livrer les produits nécessaires rapidement, mais ils ne sont pas là pour faire les volumes, ni pour devenir des dark stores non plus. Donc la finalité, ce n'est pas de transformer un magasin qui est appelé à recevoir des clients en entrepôt, mais de trouver le bon mix pour qu'on puisse satisfaire les besoins de nos clients à travers les deux canaux sans créer de problèmes entre les deux. Merci beaucoup, c'est Adil.
très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'approche aussi data pour renforcer à la fois la connaissance du client, tout en gardant en tête cet esprit de construire cette confiance, parce qu'au final, cette confiance-là, c'est ce qui permet de garantir effectivement un niveau de prépaiement qui est bon et derrière corriger aussi la performance logistique. Alors, toujours dans la thématique de l'omnicanalité, je m'adresse à Simfoudi Zakaria. Donc, je sais que l'idée d'interopérabilité des modèles logistiques t'est chère. Et tu as parlé tout à l'heure en début de ce débat des pick-up stations, donc des points relais donc, qui ont fait l'objet d'un développement important sur les 3 dernières années chez Jumia. Et j'aime beaucoup la citation que tu m'as dit en préparant ce débat, c'est que tu voyais les pick-up stations comme des restaurants logistiques. Et du coup, ma question pour toi, est-ce qu'on peut imaginer des infrastructures mutualisées entre le quick commerce et le e-commerce traditionnel? Merci Badr. Merci Saadil pour les détails. D'ailleurs, ça me rappelle il y a quelques années, avec toute la complexité où on gérait la partie e-commerce et la partie quick commerce à l'époque de l'application Jumia Food. Vraiment, c'est pas facile. C'est des business complètement différents avec des clients, avec des exigences clients complètement différentes. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur la partie e-commerce. Et tout à l'heure, j'avais parlé du développement des points relais. C'est quelque chose que Jumia aujourd'hui fait à fond. Et aujourd'hui, juste pour vous donner quelques titres de grandeur, il y a 2 ans, on était sur les 10-15% de volume d'affaires effectués, livrés sur des pick-up stations. Aujourd'hui, on est à quasiment 50% de chiffre d'affaires livrés à travers des pick-up stations. Donc ça a vachement évolué. Le client s'adapte et à partir du moment où on est convenient par rapport à ce qu'il cherche. Et tout à l'heure aussi, j'avais parlé de NPS, d'enquête de satisfaction. Et une des choses que les clients demandent, c'est qu'ils ne peuvent pas choisir l'heure de la livraison pour l'e-commerce. Ils attendent généralement première heure le matin, ils sont livrés, ils ne sont pas chez eux, pas disponibles. Ça impacte l'efficacité, ça impacte les coûts, donc on perd en efficience. En fait, tous ces points, si on les englobe, on verra clairement une opportunité de synergie entre les différents acteurs. On en a commencé en avant-première déjà avec Cetalal et Express Relais, donc on est en discussion pour offrir à nos clients la possibilité d'être livrés et même pour de poser le retour en self-service sur les points Express Relais. Aujourd'hui, on cherche de nouvelles synergies et interopérabilité entre l'e-commerce et le quick commerce. Et c'est là où je reviens à la citation. Et si on considérait les points relais comme des restaurants, ça veut dire que le client, dans son expérience dès le départ, il choisit la pick-up station, le point relais le plus proche de chez lui. Et généralement, pour que ça marche, il faut que ça soit faisable à pied de son domicile ou de son adresse de livraison. C'est là où on remarque le changement et le switch vers la pick-up station. Et à un certain moment, le client il change d'avis. Au moment de la livraison, il n'a plus le temps pour aller récupérer son colis en point relais. Il est occupé, il fait une réunion, il veut que quelqu'un lui apporte son colis. Et c'est là où le quick commerce pourra apporter avec des synergies. Peut-être si on considérait les points relais comme des pick-up stations, bien sûr avec des frais additionnels, le client, en fait, par rapport à ses imaginations, il voudra jamais, il préférera rien payer en plus. Mais pour faire en sorte que le business model marche, il faudra que le client, s'il change d'avis, il payera un additionnel de coût pour récupérer son colis à travers un livreur quick commerce dans les alentours en utilisant la localisation du point relais. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra potentiellement développer. La partie technique, elle est très compliquée. Et c'est vraiment le challenge pour avoir des synergies pareilles. Donc, et je suis convaincu que, en tout cas, pour conclure, que le Maroc avance avec ses infrastructures, avec ses différents acteurs logistiques, avec les récentes réformes aussi qui sont effectuées. Et je suis convaincu qu'il faut cette interopérabilité entre les différents acteurs pour avancer encore plus vite. Voilà. Merci beaucoup, Zakaria. Effectivement, 50% des livraisons se font via Pickup Station.
impressionnante évolution, comme quoi les paradigmes en tout cas peuvent changer. On aborde la dernière thématique qui est celle de l'impact environnemental. Et là, je me tourne vers Omar sur ce volet-là, sur cette dimension-là. On parle beaucoup de croissance, mais de plus en plus d'impact environnemental. Vous avez construit des partenariats, notamment avec des startups telles que Vélo pour de la livraison en vélo et en vélo électrique, il me semble même. Je vais te laisser en parler un peu plus. Alors, du coup, ma question pour toi, c'est quel modèle tu vois émerger et est-ce économiquement viable, ce genre de modèle? Alors effectivement, sur Cool, on a deux métiers. On a le métier de livrer les commandes qui émanent de l'application Cool. Et puis on a un métier de on-demand delivery qu'on met à disposition de tous nos partenaires restaurateurs, groceries, pour pouvoir livrer leurs propres commandes qu'ils auraient, qui émaneraient de leur site internet, de leur propre application, ou même de commandes de magasins, en magasin pour la livraison. Donc on a une start-up, une de mes consoeurs qui est fondatrice de la start-up Vélo, qui fait de la mobilité électrique. Ils sont numéro 1 en France, numéro 2 en Espagne. Ils sont spécialisés dans la mobilité électrique pour la livraison du last mile. Et on a, sur la partie B2B, démarré un partenariat assez intéressant et très prometteur avec Carrefour, puisque à nous deux, on leur livre les commandes. On fait le last mile de Bringo, qui est l'application de Carrefour, qui est un de nos partenaires. Donc je dirais que pour la dimension B2B, j'ai l'impression que le réflexe est de plus en plus à trouver des solutions de mobilité durable. Ça peut être de l'électrique, ça peut être de l'hybride, mais ça passe beaucoup mieux en B2B quand il s'agit de vélo, essentiellement. Pour ce qui est des livreurs et de leur propre décision de passer à l'électrique ou à l'hybride, la réalité c'est que dans l'urgence de se préparer pour accueillir près de 6 millions de Marocains dans le food delivery, surtout quand on est positionné comme nous, c'est-à-dire une CSP B, C, D en priorité, qui par définition va payer moins par carte et plus en cash. Si on veut aborder ce défi sereinement, qu'on veut accompagner l'éclosion de 100 000 nouveaux livreurs, prestataires de livraison, donc leur trouver un job, il faut leur financer cette mobilité. Le moyen de travail, c'est le vélo ou c'est le scooter. Et pour moi, si on veut éviter tous les chocs de prix qu'on peut connaître et qu'on a pu connaître récemment sur les carburants, si on veut faire la transition énergétique pour démocratiser de manière absolue l'e-commerce et le food delivery à tous les Marocains et pour pouvoir donner accès à près de 100 000 personnes à un job, il faut qu'on puisse trouver des solutions de mobilité qui, à 100%, sont plus rentables que du thermique. Un scooter électrique est de toutes les façons moins cher qu'un scooter thermique. Ça, il n'y a pas de sujet. On a fait les calculs 100 fois. Pas besoin d'être très très fort en maths pour le comprendre. En revanche, est-ce que ça fait partie des coutumes, des us, des réflexes? Non. Mais je lis souvent la mobilité électrique à la carte bancaire. C'est comme aujourd'hui, on a encore 11 ou 12 millions de personnes qui doivent détenir une carte bancaire pour rentrer dans le système de paiement électronique ou monétique. Ça prend du temps de convertir les gens, de leur donner de l'adoption sur quelque chose de nouveau. La mobilité électrique, c'est à peu près pareil. Je pense que le B2B va être le driver. Et je pense que l'équation économique et l'urgence de se préparer à ce boom du e-commerce rendra la mobilité électrique incontournable et finançable. Merci beaucoup, Omar. Alors, nous arrivons à la fin de ce panel. Je vous remercie, en tout cas pour les interventions et pour les échanges extrêmement riches. Ce qu'on retient finalement, c'est que la logistique de l'e-commerce, elle ne se résume pas simplement à livrer un colis. Elle est aujourd'hui un sujet technologique, d'omnicanalité. C'est un sujet aussi réglementaire, très important, financier et fiscal, environnemental, mais aussi profondément humain, avec près de 100 000 livreurs à aller former sur les prochaines années. Et probablement, il n'y aura pas de modèle unique. Ça sera un modèle très probablement hybride, composé de social commerce, de marketplace, de quick commerce, de consignes automatiques, de points relais, de paiements digitaux
Et le véritable enjeu sera donc la capacité de tous ces beaux acteurs à collaborer ensemble, à structurer l'écosystème pour trouver le bon équilibre entre expérience client, la rentabilité et avec la rentabilité, bien sûr, la durabilité. Merci encore une fois à nos intervenants, c'est Omar Alami, Hamza Nassiri, Zakari Mafoudissi, Mohamed Talel et Monsieur Adil Shafiqi. Merci au Salon Logismed pour l'accueil et l'invitation et à très bientôt. Voilà.